Bienvenue à ce séminaire Retraite et assurance. Écoutez, je ne serai pas long, je vais être bref, mais je vais aborder différents sujets. D'abord, d'entrée de jeu, bien sûr, la retraite, les régimes publics, les régimes d'employeurs, les initiatives syndicales également, un petit bout sur assurance et santé et un dernier bout sur la nouvelle gouvernance au Fonds de solidarité, parce que je pense que c'est important de vous en parler. D'abord, je ne vous apprendrai rien en affirmant que l'avenir de la sécurité financière à la retraite est en train de jouer. On ne se fera pas de cachette avec la naissance des forums, le plan de match qui a été lancé par la ministre. Donc, on est des acteurs importants dans ce cheminement-là et on a à jouer le rôle. D'ailleurs, pas le temps de retraiter, agissons, c'est le thème. L'année passée, on se disait qu'il fallait faire absolument quelque chose, il ne fallait pas se permettre, surtout pas se permettre de ne rien faire. Donc, on est dans cette voie-là, on est toujours dans l'action, dans le but, bien sûr, de préserver nos régimes de retraite à prestations déterminées, mais vous allez voir que, comme vous le savez déjà, on a un plan de match plus global. Oui, on s'attaque à certains morceaux, mais on devrait regarder, à notre avis, de façon plus globale, tout l'aspect de la retraite et des assurances. Puis c'est vers ce cheminement-là qu'on s'en va. Bon, le système actuel ne fonctionne pas pour une partie importante de la population, parce qu'une partie importante de la population n'a pas de régime complémentaire de retraite. Donc, pour répondre à cette situation-là, dans le but de corriger certaines lacunes dans les régimes complémentaires, il y a eu bien sûr la commission d'Amour, dont on a eu le rapport quelques jours, semaines après la réunion de l'année dernière. On a rendu public le rapport d'Amour et on a eu l'occasion de répondre à ce rapport-là. Le rapport d'Amour propose de réfléchir à la possibilité de bonifier le régime, la Régie des rentes du Québec, et de mettre sur pied une rente de longévité qui n'est rien de plus qu'un supplément de revenu garanti à partir de 75 ans. Rien de plus que ça. Vous savez que notre campagne visant à améliorer le régime public de la Régie des rentes, c'est bien plus qu'un supplément de revenu garanti à 75 ans. On vise l'ensemble de la population parce que l'ensemble des retraités, plusieurs, je dis l'ensemble, mais une bonne gang de personnes retraitées vivent aujourd'hui dans la pauvreté, puis on se doit d'agir. On se doit d'agir et la meilleure façon d'agir, c'est pas en mettant des plasters à gauche pas à droite avec un RVAR, une rente de longévité, c'est surtout en améliorant tout d'abord notre régime public. C'est la première des choses à laquelle on devrait s'attarder, travailler pour l'amélioration de notre régime public. Il y avait, lors de la dernière conférence des ministres des Finances, il y avait une grande majorité de ministres qui voulaient la bonification de la Régie des rentes, du RPA au Canada anglais, et c'est le ministre Flaherty, par son veto, qui a dit non, il n'y en est pas question. Mais on doit poursuivre ce combat-là. On a de grands alliés, l'Ontario est d'accord avec nous. On a de grands alliés dans cette bataille-là et on se doit de mettre les bouchées doubles pour améliorer le régime public, pour améliorer au Québec notre Régie des rentes. Vous savez, la Régie des rentes, on l'a dit, ça assure un minimum, mais le minimum, il est pas mal bas au moment où on se parle. On se doit de bonifier ce minimum-là, justement pour permettre à plus de retraités de moins vivre dans la pauvreté. Puis je le disais, il faut le voir de façon globale parce que les solutions individuelles, ça ne règle rien au problème de la pauvreté. Ça ne règle absolument rien au problème de la pauvreté. Puis l'épargne individuelle, là, ça devrait être le crémage sur le gâteau, ça devrait être un petit plus au régime public qu'on s'est donné, mais ça ne devrait pas être le gâteau. Ça ne devrait pas être que nous qui se préoccupent de notre rente de retraite, de notre rente à la retraite, mais également l'État et les entreprises pour lesquelles on travaille. Puis c'est pour ça qu'on veut une bonification de la Régie des rentes, parce qu'on pense que c'est le rôle de l'État comme organisme social, puis c'est le rôle aussi social des entreprises au Québec de participer à la rente de retraite des travailleurs et des travailleuses. Donc, en misant sur le RVAR, c'est un drôle de message que le gouvernement lance. Puis on le dit, RVAR, rente de longévité, c'est un drôle de message. On met des plasters à gauche pas à droite sans regarder comment on se sort de cette pauvreté que vivent
plusieurs retraités. Vous savez, Mme Maltais, l'actuelle ministre, c'est encore ministre, ça a l'air qu'on garde notre statut de ministre même pendant une période électorale, donc, puis qui va être là en fin de journée, oui. A mis en place 3 forums. On a salué ça, on n'a pas tout salué, mais ce qu'on a salué, parce que ce qu'on revendiquait dans le cadre de trouver des solutions à nos régimes à prestations déterminées, ce qu'on revendiquait avant toute chose, c'est de mettre les partis au jeu, de mettre les partis négociantes qui ont négocié ces régimes de retraite-là année après année au fil du temps, bien qu'on les mette au jeu et qu'on ne trouve pas de solution mur à mur aux problèmes particuliers des régimes de retraite. On pense qu'il n'y a personne de mieux placé que les partis en place pour négocier des solutions. Bon, c'est la voie qu'a privilégiée le gouvernement et c'est tant mieux. La job n'est pas finie. On a un long périple de 2 ans pour trouver des solutions à nos régimes de retraite. Heureusement, on n'est pas dans la même situation, je mettrais ça entre guillemets, là, catastrophique que l'an passé. Donc, on peut, de façon plus calme, commencer à se parler pour trouver des solutions raisonnables, des solutions intelligentes à nos régimes à prestations déterminées. Parce qu'on ne se fera pas de cachette. Bon, la bonification des taux d'intérêt un peu plus à long terme, ça a fait en sorte que ça a enlevé de la pression sur plusieurs régimes à prestations déterminées. On n'est pas encore sorti du bois, loin de là. Puis on pense qu'on est dans un meilleur climat, moins de panique, dans le but d'entreprendre des discussions avec la partie patronale, dans le but de trouver des solutions à nos régimes à prestations déterminées. Également, dans cet exercice que nous convie la ministre, ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait l'introduction de plus en plus fréquente de disparités de traitement. 2 types de régimes dans la même entreprise pour le même groupe de travailleurs et de travailleuses. Puis ça, bien, la ministre, dans ses objectifs, elle dit on ne devrait pas aller vers ça. Puis ça, on a salué ça. On a salué ça, puis on aura l'occasion d'en parler pendant les 2 prochains jours. Puis si on veut éviter que les générations futures soient encore plus pauvres, il faut aller au-delà des solutions individuelles et volontaires, puis mettre à contribution toutes les composantes de la société, puis ça, je l'ai dit tantôt, autant les entreprises, autant l'État. Puis on espère que nos gouvernements vont aller au-delà. Et là, je n'ai pas vu d'engagement encore, je ne pense pas, en tout cas, là, je n'ai pas vu d'engagement, on la suit, la campagne électorale, mais on n'a pas vu d'engagement encore d'aucun des partis concernant la retraite. J'imagine qu'on en aura peut-être cet après-midi, c'est pas pour rien qu'on a on a invité des représentants des partis politiques à venir nous jaser de retraite, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe, c'est un dossier important, la salle est pleine aujourd'hui. Donc, c'est un dossier important à la FTQ pour l'ensemble des syndicats affiliés, puis on veut que les candidats, que les partis politiques se commettent concernant la retraite. Il y a des initiatives syndicales plus qu'intéressantes. Je vous l'ai dit, je vais vous parler du fonds tantôt, mais il y a le RRFS, le régime de retraite par financement salarial, qui est un outil en plein développement. Je pense qu'on vous en parle à chaque année, mais on est quand même rendu à 8 000 adhérents, 8 000 participants au RRFS, qui ont des travailleurs, travailleuses qui ont dorénavant des rentes avec une possibilité d'indexation. Et là, je ne sais pas si vous le savez, vous avez peut-être vu passer la nouvelle en quelque part, mais il a été décidé, parce qu'il y avait des rendements intéressants au RRFS, il a été décidé d'indexer les années depuis sa mise en place en 2008. Il y a bien peu de régimes qui peuvent se vanter d'avoir une indexation. On a été capable de le faire avec le RRFS. Donc, c'est sans cesse grandissant, ce RRFS-là. C'est un outil qu'on s'est donné il y a quelques années. Puis je pense qu'il faut continuer d'en faire la promotion. Je pense qu'il faut continuer d'en faire la promotion. C'est un régime complémentaire de retraite très intéressant. Plus intéressant que des CD, qu'un REER collectif, qu'un RVER. Donc, je pense qu'il faut continuer d'en faire la promotion. Je vais vous parler un petit bout d'assurance. Parce qu'encore là, au niveau de l'assurance, puis là, je vais vous parler aussi du secteur de la santé, puis de l'histoire des pharmaciens, puis
Encore là, on fait du patchage, morceau par petit bout, puis on n'a pas une vision globale de l'affaire. Puis ça, je pense qu'on devrait s'attarder. Vous savez, l'année passée, pour la première fois, on a introduit ce volet-là. C'est la première fois, je pense. Hein? La première fois, on a introduit ce volet-là et on s'est parlé d'un régime universel d'assurance médicaments. Puis on pense que ça, c'est une vision globale dans le but de régler plusieurs problématiques au niveau des assurances. Puis on pense que c'est encore la voie à suivre. Vous savez, il y a un effritement social, puis ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Puis quand je dis qu'on patche à gauche pas à droite, là, on le voit avec l'assurance autonomie, donc privatisation des soins aux aînés. Donc, il y a un problème, on met une patch. Il y a un autre problème, on met un autre patch. Pourquoi on ne regarde pas le problème dans son ensemble puis tenter de trouver une solution globale à l'ensemble des problématiques? Moi, je pense que ça pourrait être une solution. La rémunération aux actes délégués des pharmaciens, ça peut peut-être être beau. Et les nouveaux actes qu'on leur permet de poser, je pense qu'on est dans la bonne voie. Mais ce que ça a comme impact quand on ne met pas un régime universel d'assurance médicaments, ça va avoir un impact terrible sur nos assurances collectives. Pour la bonne et simple raison que si on permet aux pharmaciens, et là, je vous dis, c'est une façon de régler plusieurs problèmes dans le secteur de la santé, de permettre aux pharmaciens certaines prescriptions, on salue ça. Sauf que ce que ça fait en bout de piste, c'est le coût de ces prescriptions-là sont filés aux assurances collectives. Puis si on en paye le prix, on va en payer le prix éventuellement. Pourquoi on ne regarde pas ça de façon globale? Oui, c'est une solution qu'on permette des actes supplémentaires aux pharmaciens, mais il ne faudrait pas refiler ça, nous refiler la facture à ceux qui ont des assurances collectives. On devrait voir ça de façon globale, ça devrait être étatisé et ça devrait être l'État qui prenne en charge. Là, on va avoir comme un régime à deux vitesses. Donc, la RAMQ devrait payer, puis ça, c'est une question d'équité et de justice sociale. Donc, on s'enligne vers une diminution du panier de services publics. Donc, ce que ça fait, c'est que ça transfère des services au privé, parce que, écoutez, on a besoin de ces services-là. Si ce n'est pas l'État qui les rend, si ce n'est pas des services publics, il y a quelqu'un qui va lever la main et qui va offrir ces services-là, moyennant certains profits, l'entreprise privée. Puis c'est correct, on n'a rien contre ça. Mais on ne pense pas que ça devrait être l'entreprise privée qui lève la main pour faire des profits. On pense que l'État devrait rester engagé et s'engager davantage dans le but de rendre ces services-là à la population. Je vais vous parler maintenant de la nouvelle gouvernance au Fonds de solidarité. Ça aussi, le Fonds de solidarité, c'est de l'épargne pour de petits épargnants. Parce qu'il n'y a personne là, qui détient, il y en a peut-être quelques-uns là, qui ont plusieurs milliers d'actions au Fonds de solidarité, mais la plupart, là, on met entre 2 et 3 000 $ par année en moyenne, c'est la moyenne des cotisants, 615 000 actionnaires au Fonds de solidarité. Donc, la moyenne, c'est 2 à 3 000 $ par année, puis de toute façon, vous ne pouvez pas mettre plus que 5 000 $. Donc, un millionnaire qui voudrait acheter la moitié du fonds, ce n'est pas possible, ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas comme ça. Donc, quand le gouvernement fédéral vient diminuer les crédits d'impôt et anéantir les crédits d'impôt, bien, il vient de justement, c'est un message, un double message, il vient dire on veut solliciter l'épargne, mais en même temps, on se coupe des outils qui vont permettre à de petits épargnants d'épargner. Et c'est ce que le Fonds fait depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Et le fait bien et le fait très bien. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi le premier congrès de la FTQ auquel j'ai assisté, c'est celui de 1983, à la création du Fonds de solidarité. Et je me souviens que Louis Laberge avait dit, un jour, ce fonds-là aura 100 millions d'actifs. On était tous partis à rire. On a dit, regarde le vieux fou. On est rendu aujourd'hui à 10 milliards d'actifs, 615 000 actionnaires. Et une nouvelle gouvernance, une nouvelle refonte de notre gouvernance était nécessaire. Je dis était nécessaire pour la bonne et simple raison qu'on a été mis à mal dans la dernière année, dans les 2, 3, 4 dernières années même. Mais ne vous inquiétez surtout pas, parce que le fonds que vous avez entendu à la télé, qu'on vous a rapporté dans les journaux, ce n'est pas le fonds d'aujourd'hui. En 2009, il y a eu un grand virage au Fonds de solidarité. Il y a eu des choses qui sont passées et qui n'étaient pas correctes pour nous corriger le tir. Depuis 2009,
Il n'y a eu aucun dossier toxique au Fonds de solidarité. Je dis toxique parce que c'est sorti, non, c'est un vocabulaire que plusieurs utilisent. Là. Il n'y a eu aucun dossier toxique au Fonds de solidarité depuis 2009. Depuis 2009, on a mis les mécanismes en place pour que cette organisation-là soit une grande organisation. Et cette année, si on devait revoir notre gouvernance, c'est pour la bonne et simple raison qu'on voulait garder intacte la mission importante du Fonds de solidarité. Sinon, on aurait perdu le contact avec cette mission-là. Et c'est pour ça qu'on est allé vers une refonte de cette gouvernance-là. Je l'ai dit à la conférence de presse et je l'ai dit dans les entrevues que j'ai données par la suite, les sociétés publiques devraient s'inspirer de cette nouvelle gouvernance-là qu'on s'est donnée au Fonds de solidarité. Il n'y a aucune entreprise, aucune société publique qui a une gouvernance aussi démocratique que celle qu'on est après se donner au Fonds de solidarité. Et ça, les sociétés publiques devraient s'en inspirer. Il y en a certains, là, certains chroniqueurs qui disent « Ouais, vos 4 membres élus, parce qu'il y a 7 membres indépendants qui vont être élus par l'Assemblée des actionnaires en bloc, 7 membres nommés par le Conseil général de la FTQ, bon, le PDG, et 4 membres indépendants élus par l'Assemblée des actionnaires. » Bon, certains ont vu que, écoutez, vous pactez l'Assemblée, vous allez en élire 4. Mais c'est quand même les actionnaires qui vont décider qui va avoir la majorité des sièges au conseil d'administration du fonds. C'est l'Assemblée des actionnaires qui va décider. Puis effectivement, ceux qui vont se présenter, ceux ou celles qui vont se présenter sur ces 4 postes-là, j'imagine qu'ils vont se présenter avec l'intention de se faire élire, puis j'imagine qu'ils vont faire une cabale pour se faire élire. Donc oui, ils vont demander à du monde d'être présent à l'Assemblée pour se faire élire. Mais en même temps, il n'y a aucune autre société publique qui permet à ses actionnaires, live, d'élire ses dirigeants, d'élire ses administrateurs. C'est ce qu'on fait au fond. C'est ce qu'on va faire au fond. Je ne sais pas si ça va être en vigueur pour la prochaine Assemblée au mois de septembre, pour la bonne et simple raison que ça nécessite un amendement législatif à la loi constituante du Fonds de solidarité. Et là, avec les élections, vous comprendrez que... Mais on est à travailler. Nous, on a pris les devants. On a travaillé sur des amendements à la loi constituante du Fonds qu'on va proposer au ministère des Finances d'ici quelques jours. Mais cette refonte de gouvernance-là était nécessaire. Vous savez, c'est une belle et grande organisation, le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité a été créé par la FTQ. Le Fonds de solidarité appartenait à la FTQ. C'est d'ailleurs encore le Fonds de solidarité qui détient la marque de commerce du Fonds de solidarité. Du Fonds de solidarité. Mais maintenant, 10 milliards d'actifs plus tard, une action à un prix record, le Fonds de solidarité appartient à ces 615 000 actionnaires. À ces 615 000 actionnaires. Et cette refonte de gouvernance-là, c'est ce qu'elle démontre. C'est ce qu'elle démontre. Elle donne un grand pouvoir à ses actionnaires de choisir une bonne partie de ses administrateurs. Maintenant, il y a une mission importante au Fonds de solidarité. Puis quand je disais qu'il fallait revoir notre gouvernance dans le but de préserver sa mission, il y a 4 éléments importants. Et la FTQ doit jouer un rôle primordial au Fonds de solidarité pour préserver les 4 éléments de cette mission-là. Créer de l'enrichissement au Québec, créer et maintenir des emplois au Québec, créer de l'épargne en vue de la retraite pour de petits épargnants et la formation économique des travailleurs et des travailleuses. Ce n'est pas juste du rendement au Fonds de solidarité. On ne veut pas 10-15 de rendement demain matin. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut les meilleurs rendements possibles, bien évidemment. Mais on sait que si on vise 10-15 de rendement, il y a des éléments de notre mission qu'on ne pourra pas respecter. C'est tout imbriqué, ce n'est pas simple. Et il n'y a aucune autre institution au Québec, je dis institution financière, là, mais c'est un fonds de travailleurs, cette affaire-là, avant tout. Il n'y a aucune autre institution au Québec qui a une mission aussi complexe que celle du Fonds de solidarité. Donc oui, on a des rendements un peu moins élevés, un crédit d'impôt important, mais surtout, on a l'objectif de préserver cette mission-là. Quand on investit des sous, quand on met nos sous au Fonds de solidarité, on s'attend à ce que les 4 éléments de cette mission-là soient respectés, et c'est ce qu'on s'efforce de faire. C'est ce qu'on s'efforce de faire. Maintenant, on le dit,
Le fédéral a fait un choix. On n'a pas renoncé. Il y a un nouveau ministre des Finances. Je ne suis pas sûr qu'on est capable de l'influencer plus qu'on a été capable d'influencer Flaherty. Mais on aura des rencontres avec M. Oliver. On aura surtout des rencontres avec le Parti libéral et le NPD, parce qu'il y aura de nouvelles élections avant la diminution du crédit d'impôt en octobre 2015. Il y a le 19 octobre 2015, il y a des élections. Donc, on a bon espoir de garder ce crédit-là. Puis, vous savez, l'importance du crédit d'impôt, là, et c'est les discussions qu'on a entreprises avec Québec, si on veut que le Fonds de solidarité joue pleinement son rôle au Québec pour investir dans du capital de risque, il ne faut pas lever 200-300 millions par année, là. Il faut lever 600, 700 puis 800 millions par année. Là, on va être capable de jouer véritablement notre rôle. Véritablement notre rôle. Et je tiens, on a fait une campagne formidable cette année. On sortait d'une période en pleine tourmente. 785 millions. La troisième meilleure campagne de l'histoire. C'est quasiment un rêve. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû à notre réseau de militants ARL sur le terrain qui, en se serrant un coude, puis se retroussant les manches, disent oui, on passe un coup dur, mais on croit en cette belle et grande organisation-là, puis on va continuer de la vendre. Puis quand je dis que pour jouer pleinement notre rôle, ça nous prend un crédit d'impôt qui va nous permettre de lever 600, 700, 800 millions par année. Puis vous savez, le ministère des Finances, à toutes les consultations prébudgétaires, est en demande. Nous demande d'investir dans certains fonds à capital de risque. Nous demande d'investir dans Terralis. 250 millions que le fonds a mis dans Terralis, qui investit dans des entreprises de démarrage puis de relance au Québec. Mais ça, je peux-tu vous dire que si on lève 2, 3, 400 millions par année, on ne sera pas capable de mettre 250 millions dans Terralis? C'est impossible. Impossible. D'ailleurs, le Fonds d'action n'est pas capable de faire ça. Le capital d'action de Jardin n'est pas capable de faire ça. C'est juste le fonds qui est capable de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est capable de lever 600, 700, 800 millions par année. Quand on nous demande de mettre X montant d'argent, X millions dans le fonds de valorisation au bois, quand on nous demande de mettre X millions d'argent dans le fonds de la culture, on le fait. On le fait parce qu'on est capable de le faire, parce qu'on est capable de lever année après année plusieurs centaines de millions. Le fonds est capable de jouer tout un rôle dans l'économie du Québec. Puis le Québec n'est pas capable de se passer du Fonds de solidarité. Je vous le dis, là, le Québec n'est pas capable de se passer du Fonds de solidarité. Puis je pense qu'il faut aller de l'avant, puis on n'a pas fini notre processus de gouvernance. Puis vous savez, le président de la FTQ ne sera plus le président du CA. D'ailleurs, je pense que ça a fait l'unanimité. On a nommé, c'est M. Robert Parizeau qui deviendra président du conseil d'administration du Fonds de solidarité à la fin mai. Il est déjà au CA du Fonds. Je pense qu'il fait l'unanimité. On avait besoin d'un homme comme M. Parizeau. On ne se fera pas de cachette, lui-même le dit. C'est un président de CA de transition. Il a 78 ans quand même. Mais il va nous aider à mettre en place l'ensemble des morceaux de cette nouvelle gouvernance-là parce qu'on est dans une espèce de work in progress pour 1 ou 2 ans. On est déjà en avant de la parade. On veut continuer à l'être davantage pour qu'on soit davantage les leaders au Québec en capital de risque, les leaders au Québec avec une mission bien particulière qui a le plus grand respect des travailleurs et des travailleuses. Sur ce, je vous souhaite un très bon séminaire.